Salut à tous et bienvenue pour le 185e numéro d'Hors-Jeu Capital, le podcast qui parle de l'actualité du PSG, pas ces matchs, parce que c'est juste la reprise, les joueurs ont profité d'un mois de vacances, un peu plus même, et on va débriefer un peu l'actualité du club. Il y a pas mal de choses à dire. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de la conférence de presse, on a analysé, disséqué les propos de Christophe Galtier. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à son staff, à une personne très importante qui intègre son staff, qui se connaissait déjà. On va parler de Joao Sacramento, mais avant tout, je vais quand même vous présenter mes deux acolytes du jour. Tout d'abord, Yacine Amned, le coach Yacine, toujours là, fidèle au poste. Salut Yass. Salut à tous. Comment ça va? Ouais, ça va bien, ça va bien. C'est un bon week-end, tout va bien? Ouais, il fait beau. C'est On toujours attend bon, quand même les matchs, mais ça va. Ouais, t'as encore regardé le cœur du Sicile, hein? C'est bien Ouais. ça. Ah ouais, et ça repart au Portugal demain, bravo. Bah écoute, on profite un peu avant la reprise. Quelle chance. Le deuxième acolyte, justement, est d'origine portugaise, c'est Alex de Castro. Salut Alex. Salut Mou, salut Yacine, ça va les gars? Comment ça va? Ouais, ça va, super. À force de passer chez vous, on va croire que je suis supporter du PSG. Ce qui est pourtant pas le cas. Hein. Ce qui n'est pas le cas, même si je n'ai rien contre ce club, bien évidemment. C'est Alex que parfois on nous reproche d'inviter des gens qui ne supportent pas le PSG. Sérieux? Ah ouais, c'est sectaire chez vous en fait. Alors, nous la preuve que non, parce que nous on invite tout le monde. Oui, je veux dire plutôt chez les Parisiens, on va dire. Mais tu sais, chez les supporters, Alex, mais ça doit être chez tous les supporters, on n'accepte pas la critique de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il n'y a que nous qui avons le droit de critiquer. C'est un peu la règle. Mais c'est vrai que d'expérience sur Twitter, c'est assez compliqué de se montrer critique envers le PSG. C'est vrai qu'on te tombe très 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 vite dessus. Mais après ça va, c'est pas non plus la communauté la plus méchante. Je trouve qu'il y a largement pire. Mais c'est vrai que tu sens que c'est très très dur des fois. Hein. Faut pas trop les brusquer, tranquille. Non mais ça va, t'inquiète, je vous aime bien. Hein. Non, mais nous c'est pareil. Pourtant on n'est pas parisiens. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est le jeu. Ouais, je rappelle que tu as toujours ta chaîne YouTube où tu évoques pas mal de sujets, des clubs français, tu parles aussi un peu de mercato, de l'international. Donc, c'est sur la chaîne, c'est Alex de Castro, la chaîne, tout simplement. Allez vous abonner, il y a toujours des vidéos intéressantes. C'est toujours bien fait, bien produit, donc n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver Samy Mojtabi aussi avec lui, donc pour ceux sur notre podcast. Le grand Samy Mojtabi, effectivement. Mais là, vous allez plus le retrouver par contre sur ma chaîne Twitch. J'en profite, hein. J'ai aussi une chaîne Twitch. Je fais pas mal de streams, pas mal de petites émissions également pour parler foot, mais plus en mode discussion ou des fois un peu en mode gaming. Et c'est vrai que Samy nous fait l'honneur de sa présence très régulièrement et c'est toujours des grands moments. Oui, Samy Mojtabi, c'est un ami de la famille PU. Il a souvent commencé des matchs et grand supporter, grand fanatique du Paris Saint-Germain. Ah bah, d'ailleurs, à chaque fois qu'il passe chez moi en stream, à chaque fois on voit son joli drapeau du PSG qui flotte comme ça dans son jardin. Eh ben on l'embrasse, Samy, s'il nous écoute. Messieurs, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. La semaine dernière, on a évoqué évidemment la conférence de presse de Christophe Galtier. Tout d'abord, avant de parler de son adjoint, j'avais une question pour toi, Alex, toi qui est un suiveur du club de Nice. Est-ce qu'on peut parler de supporter? Est-ce qu'on peut le dire? Ah oui, j'ai les deux casquettes. Je suis un supporter déjà de base, étant niçois, mais aussi un observateur, puisque mon métier, c'est journaliste, donc forcément, c'est un club que je prends plaisir à analyser et à analyser froidement sans aucun problème. Voilà, c'est un peu comme nous avec le PSG, on est supporter, mais on essaye et on est objectif. Quand il faut critiquer, on critique, et puis quand il y a des bonnes choses, on le dit aussi. Il y a des gens pour qui ça paraît impossible. Moi, je vois pas où est le problème, personnellement. Nous, on est d'accord avec toi. Nous, on le fait chaque semaine et on y prend du plaisir en plus, tu vois. Donc, Et donc, Alex, moi, je voulais un peu avoir ton avis. D'abord sur l'arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain après une saison à l'OGC Nice. Ton avis là-dessus, son parcours pendant la saison qu'il a faite à l'OGC Nice. Je te questionnerai au fur et à mesure du podcast aussi sur ses rapports avec ses dirigeants, avec le vestiaire. On a appris pas mal de choses depuis qu'il a quitté l'OGC Nice, donc on va essayer de revenir là-dessus.
Mais première question, est-ce que tu as été surpris, toi, du départ d'abord de Christophe Galtier de Nice, mais aussi de son arrivée au Paris Saint-Germain, Alex? Oui, très surpris. C'est une fin de saison très particulière hein, qu'a connu Nice, puisque on parle d'une saison où sur les 6 premiers mois, le club joue une place sur le podium, finit deuxième à la mi-saison, finit finaliste de Coupe de France en battant le PSG, en battant l'OM avec la manière, donc en se disant ok, cette équipe est vraiment la favorite dorénavant de cette compétition. On voit une équipe qui progresse et à la fin, bah, Nice a même failli se retrouver à la place du con. Sans Coupe d'Europe, bon finalement il y aura cette Conference League, ces barrages de Conference League avec cette 5e place et une finale de Coupe de France perdue en passant totalement à travers sans jamais donner l'impression de pouvoir la gagner. Donc c'est assez particulier. Aujourd'hui, si on interroge un supporter niçois, la plupart sont totalement déçus et te diront que la saison de Christophe Galtier est un échec. J'irai pas jusqu'à cet extrême-là. Je pense que Christophe Galtier a quand même bien travaillé. Christophe Galtier a su insuffler la culture de la gagne de ce club, a su monter les niveaux d'exigence, qui n'était pas le cas ces dernières saisons avec le GC Nice, notamment sous les saisons pendant l'ère Patrick Vieira. Il a fait beaucoup de bien, il a remis Nice sur le bon rail, d'autant plus que sur un point de vue comptable, si on enlève ce point de suspension, bah, Nice finit 4e. Donc au niveau des résultats, ce qui est la promesse première de Christophe Galtier, finir 5e ou 4e si on veut arranger un petit peu le bilan, et finaliste de Coupe de France, avec l'OGC Nice pour une première saison, c'est un très bon bilan. Tout le monde aurait signé pour ça en début de saison à Nice. Le problème, c'est que pendant trop longtemps, ce club a espéré mieux et du coup se retrouve déçu. C'est le scénario en fait qui déçoit énormément. Donc déjà, il y a ça. Donc est-ce que Christophe Galtier a fait une mauvaise saison ? Je dirais que non. Je dirais même qu'il a fait une bonne saison. Maintenant, c'est vrai qu'on peut lui faire beaucoup de critiques aussi, puisque si Nice fait une deuxième partie de saison aussi décevante, c'est aussi en grande partie à cause de Christophe Galtier, qui à un moment donné a plus fait de la politique que de la tactique dans ce club-là. Et ça s'est très vite ressenti au niveau des résultats. C'est ça le problème. Yacine, sur la saison de Galtier avec Nice, est-ce que tu peux déjà nous dire comment il faisait jouer son équipe? On l'a beaucoup critiqué parce qu'on l'a aussi beaucoup comparé avec son passage à Lille notamment, où on disait peut-être que le fond de jeu était un peu moins visible que ce qu'il avait fait au LOSC, pardon. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? En fait, je pense que c'est toujours le problème avec entre les résultats, l'analyse du résultat des contenus. Parce que en vérité, moi, j'ai pas vu beaucoup de différence entre le Lille et Nice. Il y a juste, à un moment donné, une équipe qui était peut-être un peu plus rodée, puisque Galtier arrivait à Nice et que c'était la première saison, qu'il y avait des nouveaux joueurs. Alors qu'à Lille, il a eu l'occasion de travailler sur un peu plus long terme. Donc, il y avait des automatismes qui étaient là. Il ne faut pas oublier non plus que l'année où Lille est champion, il y a beaucoup de matchs qui tournent dans le bon sens. Avec des résultats un peu à l'arrache, 1-0, etc. Mais ça tourne dans le bon sens. Et en fait, c'est ça la différence. Parce que, par exemple, Nice, quand Nice est deuxième à la trêve, faut pas oublier les points qui sont pris dans les dernières minutes sur des retournements de situation aussi. Et en fait, on peut prendre le plus gros exemple, c'est le match de Lyon, où tu te fais trimballer 80 minutes et tu finis par l'emporter. Tu te demandes comment c'est. Est-ce que c'est pas justement ça la patte Galtier, où c'est jamais mort, on se bat jusqu'au bout. Il a quand même réussi à emmener cet effectif du LOSC à les emmener jusqu'au bout, jusqu'au titre. Et comme tu le dis, il y a eu pas mal de matchs. Effectivement, ça s'est joué à la dernière minute, mais c'est aussi signe d'une équipe qui lâchait pas. Mais ça, sûrement que ça fait partie de son caractère et de ce qu'il apporte. Parce que moi aussi, j'ai pour habitude de dire que quand tu remportes des matchs dans les 10 dernières minutes, 4 ou 5 fois dans la saison, c'est pas un hasard et c'est pas de la chance. Donc, évidemment qu'il y a ce côté-là. Après, en termes de jeu, il y a eu des choses intéressantes, il y a eu des choses moins bien. Alex parlait tout à l'heure du match de coupe contre l'OM. Effectivement, c'est un super match qui est maîtrisé de bout en bout et avec une vraie attitude. Et puis, tu as des matchs où c'est horrible. Donc voilà, tu es toujours un peu partagé. Alors, il y a sûrement une histoire de groupe. Après, il y a le système. Il a beaucoup joué en 4-4-2, notamment en alternant avec Gouiri plus Delors ou Dolberg plutôt.
Et puis à un moment donné, il est arrivé à se dire il faut que j'aligne les trois. Donc est-ce il y a eu des automatismes à retrouver? Le système, on comprenait plus trop. Est-ce que c'était du 4-4-2, du 4-3-3? Voilà, il y avait un peu d'hybride. Voilà, il y a des joueurs qui ont alterné le bon et le moins bon, comme Kluivert. Voilà, il y a plein de choses. Je pense qu'il a quand même construit quelque chose d'intéressant pour une première saison. Évidemment, en fait, il y a le regret de te dire si tu es deuxième à la trêve et que tu finisses pas sur le podium, c'est toujours ça qui te fait regretter. Mais est-ce qu'il pouvait aussi faire mieux? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise gestion la deuxième partie de saison? Je pense aussi qu'il y avait des problèmes avec ses dirigeants qui n'étaient pas. Voilà, il y a plein de petites choses. Moi, je pense que pour une première saison, c'est plutôt correct. Voilà, oui, tu pouvais espérer un peu mieux. Tu étais déjà dans le coup. Tu as posé des problèmes à beaucoup d'équipes. Tu allé en finale de la Coupe de France. Je pense que c'est plus sur les regrets. Voilà, comme le disait Alex. Quand tu arrives au bout d'une saison comme ça, que tu es deuxième à la trêve et que tu fais finale de Coupe de France, tu attends quelque chose de plus et finalement, tu n'as pas gagné la Coupe contre Nantes et tu finis pas sur le podium. Donc, ça te laisse un goût amer, en fait, plus que sur le contexte global, parce qu'une première saison, c'est toujours compliqué à gérer. Alex, est-ce que tu es d'accord avec Yacine quand il dit que finalement, ce qu'il a vu à Nice, ça se rapprochait aussi de ce qu'il avait vu au LOSC? Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alex? Oui, je suis totalement d'accord. C'est juste que quand les résultats sont là, les gens ont tendance à dire ah ça joue bien, mais non, il faut regarder un petit peu plus que les résultats. Après, effectivement, ce qu'a dit Yacine est assez juste sur le contenu des matchs. Juste peut-être une petite rectification. Il a vraiment jamais tenté le 4-3-3. Justement, c'est ce qu'on lui a reproché toute la saison, c'est de pas le tenter, alors que ça aurait pu régler beaucoup de problèmes et justement permettre à peu près tout le monde de jouer à son meilleur poste. Et au contraire, c'est parce qu'il a jamais voulu lâcher son 4-4-2 qu'on s'est retrouvé avec un Gouiri milieu gauche, pas ailier, parce que ailier gauche, ça, on l'a déjà vu plein de fois, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais alors, milieu gauche dans un 4-4-2 à plat, là, c'était catastrophique. Galtier a reconnu lui-même qu'avec ce positionnement, il l'avait déréglé. Sauf qu'il reconnaît ça 2 semaines avant la finale de Coupe de France, lors d'une interview donnée à Eurosport. Finale de Coupe de France, qu'est-ce qu'il fait? Il met Gouiri milieu gauche. Bon, il y a un entêtement quand même qui est difficilement explicable et pardonnable. Quand on voit surtout le rayonnement d'Amin Gouiri en première partie de saison et vraiment sa disparition quasi totale en deuxième partie, c'est quand même dur de le pardonner, sachant qu'en plus, il s'est rendu compte à temps de l'erreur qu'il a pu faire avec lui. Moi, c'est d'ailleurs pour ça, si on peut déjà faire un premier parallèle avec le PSG, c'est que là, on voit dans les discours que Luis Campos et donc Christophe Galtier viennent avec l'idée de mettre en place un 3-4-1-2 avec un Lionel Messi en numéro 10 ou un Neymar en numéro 10, ce qui dans les faits est, je pense, le schéma le plus adapté à l'effectif parisien aujourd'hui. Déjà l'été dernier, moi, c'est ce que je réclamais dans une de mes vidéos sur YouTube. Très bien, mais est-ce qu'il sait le faire, Christophe Galtier? Oui, parce qu'il l'a jamais fait. On est d'accord. Il l'a jamais fait. Et en plus de ça, à Nice, on l'a vu incapable de changer son système. Parce que le 4-4-2, c'est ce qui lui a permis d'être champion. C'est son schéma préféré, c'est son truc, c'est son dada. Alors, il va certainement le faire, mais est-ce qu'il va bien le faire? Et il y a un autre truc aussi où je me pose la question de est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Alors certes, on peut être positif parce qu'il aura un matériel au PSG qu'il n'a jamais eu de sa carrière, donc certainement que ça peut l'aider à être un peu plus audacieux et à proposer quelque chose de plus intéressant. Très bien, on peut s'accrocher à ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que par exemple, à Nice, il avait du matériel très intéressant. Quand t'es offensif, ça s'appelle Gouiri, Kluivert, Delors, Dolberg, Kefren Thuram. Je suis désolé, tu as moyen de faire du jeu et tu as moyen d'affronter tout ce qui est équipe en bloc bas. Et en fait, c'est dès qu'il a fallu que Nice s'assume comme un favori, que Nice affronte justement des équipes en bloc bas, que cette équipe a complètement perdu les pédales, s'est retrouvée à jouer une possession totalement stérile et à se faire prendre en compte bêtement. C'est quand Galtier a arrêté de faire du Galtier que cette équipe s'est déréglée. Donc là, concrètement, on va demander à Galtier de faire autre chose que du Galtier. Donc j'ai du mal à être totalement optimiste. Alors, c'est bien que tu parles de ça, parce que lui-même en a parlé lors de la conférence de presse, c'est quand il parle de la saison à venir, où il évoque le fait que beaucoup d'équipes qui jouent face au PSG jouent en bloc bas. Et il dit lui-même qu'il va falloir trouver des solutions. Et on reparlera aussi tout à l'heure du rôle de son adjoint Joao Sacramento, parce que c'est peut-être aussi la clé qui va pouvoir lui faire changer de système. On parlera du personnage dans un instant. Tu voulais ajouter un truc, Yas? Ouais, deux petites choses. Alors, même deux, trois petites choses. La première, c'est évidemment sur les déclarations de Delors ces derniers jours sur Favre.
Et je pense quand même il y a un message sur Galtier. Tu vois, il dit ouais, depuis que Favre est arrivé, beaucoup de ballons, il parle de jeu, etc. Il y a une allusion quand même à ça. La deuxième chose, je rejoins Alex, c'est que j'en ai parlé souvent dans les papiers qu'on a fait pour Paris United. Je pense qu'à un moment donné, les entraîneurs, alors évidemment qu'il y a des entraîneurs qui s'adaptent un peu à tout, mais malgré tout, un entraîneur, il a des convictions. Et pour pouvoir amener ton groupe avec toi, il faut que tu puisses avoir un discours qui les transcende, entre guillemets. Et pour transcender quelqu'un, il vaut quand même mieux être sur ses convictions. Et quand tes convictions, c'est d'abord de bien défendre, d'être bloc bas, etc., c'est compliqué d'amener les gens dans l'autre sens. Et est-ce que tu as effectivement toutes les connaissances et tous les éléments pour ça? Alors, on parlera après de Sacramento. Mais la dernière chose, c'est que, en fait, par rapport au système de jeu, etc., puisque c'est aussi Campos qui en a parlé, le truc, c'est que il y a Nicolas Villas qui a fait un très bon truc sur RMC, donc il faut aussi le dire, sur le parcours de Campos, mais le vrai parcours, toutes les étapes dans les clubs, etc. Et on comprend aussi que Campos est un directeur sportif, ok, ou un conseiller du président, après, bon, les nominations, les noms, on s'en fout un peu, mais Campos, c'est plus que ça. Et je pense que quand il choisit Galtier, c'est aussi ça, c'est-à-dire Campos, c'est un peu l'entraîneur frustré, mais en même temps qui est encore un peu entraîneur dans sa tête, donc le choix des joueurs. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose à voir entre ce que Campos va demander à Galtier et le retour de Sacramento dans le staff de Galtier, puisqu'il n'était pas à Nice. Voilà. On va en parler. Dernière chose sur la personnalité, Alex, de Christophe Galtier. Là, Yacine en a parlé, qui pique entre guillemets de Andy Delors sur la façon d'entraîner de Favre, sans doute qui comparait aussi à celle de Galtier. Et puis il y a eu d'autres choses qui sont sorties dans la presse, le côté un peu politique dans le vestiaire, les problèmes avec les dirigeants. Alors ça doit être lié peut-être aussi au mercato, aux moyens qu'Ineos aurait mis ou n'aurait pas mis sur la table pour le mercato et lancer la saison niçoise. Mais c'est vrai que on a l'impression que c'est un peu le gendre idéal, Christophe Galtier, mais c'est pas aussi simple que ça, Alex. Ah, je vais peut-être pas dire gendre idéal, mais par contre, c'est un séducteur. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé sa communication depuis déjà à Lille. Hein, il avait déjà ce côté très séducteur. Et je pense que si il s'est toujours montré aussi sympa avec le PSG en conférence de presse, c'est pas pour rien. Il savait très bien ce qu'il faisait. Je pense que Paris, ça fait très longtemps que c'est dans un coin de sa tête. Je pense que si il a toujours refusé de partir à l'étranger, c'est aussi pour pouvoir rester le plus proche possible et rester toujours le plus visible possible, dans l'espoir de pouvoir gratter une place au PSG. Je pense sincèrement que ça fait très longtemps que c'est dans ses plans. Tout ce que tu dis est assez vrai. Alors Andy Delors, alors pour rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi, en gros on lui a demandé son avis sur Lucien Favre. Il a dit effectivement c'est en termes de football c'est l'opposé de Christophe Galtier. Lui ne jure que par le jeu, il pue le foot. Franchement c'est génial. Sachant qu'Andy Delors, c'est quand même un vrai protégé de Christophe Galtier, je pense pas qu'il y ait d'animosité et je pense pas que ce soit une pique. Je pense, surtout qu'en plus, Andy Delors, c'est quelqu'un de très nature, qui parle très facilement. Je pense très sincèrement qu'il a juste dit ce qu'il pensait de Lucien Favre et je pense pas que c'était en opposition vraiment à Christophe Galtier. Non, les deux sont beaucoup trop proches. Hein. Les deux sont beaucoup trop proches pour ça. C'est pas ce que j'ai voulu dire, peut-être je me suis mal exprimé, c'était plus de dire vraiment... C'est moi qui l'ai dit en fait, c'est moi qui c'est pas toi. Hein. Ouais, oui, j'ai entendu parler de pique tout à l'heure. Peut-être. Moi qui l'ai dit, parce que je pensais que dans la suite de Yacine, c'était ça. C'est moi qui me suis trompé. Je pense pas, ouais. Non, mais il y en a beaucoup qui le pensent aussi. Hein. D'autant plus que c'est vrai que c'est Galtier qui fait tout pour le faire venir de Montpellier. Donc là-dessus, tu as raison, Alex. Exactement. D'ailleurs, on se rappelle même aussi que l'été dernier, il y avait même des soucis de connivence parce que c'est le fils de Galtier qui est l'agent d'Andy Delors, tout ça. Ils sont vraiment très proches. Bref, ouais, ça c'était la petite parenthèse. Et du coup, on parlait de quoi juste avant? J'ai un trou. Ouais, la personnalité justement de Galtier, son vestiaire, la façon de gérer un peu le vestiaire, ses rapports avec les dirigeants aussi de l'OGC Nice.
Exactement. Alors, ses rapports avec les dirigeants, en fait, il y a du bon et du moins bon dans ce qu'il a pu faire avec l'OGC Nice. C'est ce que je disais tout à l'heure, notamment sur la culture de la gagne. Il y a le côté, j'ai su élever les niveaux d'exigence auprès des joueurs, dans les résultats, ça, il l'a très très bien fait. Il a aussi élevé les niveaux d'exigence au niveau du mercato, parce que avant l'arrivée de Christophe Galtier, le projet Ineos c'était quelque chose d'assez balbutiant. Les investissements ont été quand même franchement timides. La plupart des noms qu'on a vu passer ces dernières saisons, qui à une époque n'étaient pas forcément atteignables pour le GC Nice, arrivaient quasiment tout le temps en prêt. Donc les investissements, on ne peut pas dire non plus qu'ils aient été mirobolants. C'était souvent des jeunes. Christophe Galtier, il a rappelé qu'à un moment donné, si tu veux gagner, il faut aussi des mecs d'expérience, des mecs sur qui tu peux réellement compter. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître des joueurs comme Pablo Rosario, comme Mario Lemina, et comme Andy Delors. Il avait fait des pieds et des mains justement pour signer Andy Delors, alors que de base, il ne rentrait pas spécialement dans la politique de GC Nice. Il y avait aussi un autre milieu de terrain qui venait de Première Ligue, un milieu de terrain français, j'ai oublié son nom. Morgan Schneiderlin ? Ouais, c'est ça. Non, lui, il est arrivé déjà il y a quelques saisons, il est arrivé sous Patrick Vieira. Ouais, lui, il était déjà là. Donc déjà, il a fait du bien et il a encore fait plus de bien en fin de saison en pétant un câble et en disant un peu la vérité dans les médias, en expliquant qu'au niveau du mercato, et c'est surtout le mercato d'hiver qui a été vraiment particulièrement critique, en disant que c'était pas possible. Lui avait averti quand Nice était deuxième que cette équipe n'avait pas le niveau pour rester deuxième toute la saison avec l'effectif tel qu'il était. Il réclamait des recrues pour l'hiver, au mercato d'hiver. Ça réclamait notamment des joueurs comme Jesse Lingard, comme Steven Bergwijn, qui était en difficulté du côté de Tottenham. Et au final, il s'est retrouvé avec un prêt de Jordan Amavi et Bilal Brahimi, qui était remplaçant à Angers à prix d'or en plus. Voilà. Il a quand même un peu mis au grand jour qu'il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas dans ce club au niveau du recrutement. Julien Fournier en a fait les frais, le directeur sportif, il est parti. Jean-Pierre River, donc le président qui avait un peu pris du recul ces dernières saisons, c'était Julien Fournier qui était aux commandes, a repris le lead. Là, ça devient un petit peu plus intéressant. Ineos a fait un audit au sein du club parce que, en fait, Christophe Galtier a pointé du doigt les dysfonctionnements de ce club-là. Après, certains n'apprécient pas forcément la manière dont ça a été fait, le fait que le linge sale ait été lavé en public, ça n'a pas forcément été très apprécié, mais quelque part, il a le mérite d'avoir mis un coup de pied dans la fourmilière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il a fait de la politique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que de base, si Paris ne s'était pas intéressé à Luis Campos, lui, son projet, en fait, c'était de mettre au grand jour tous ces dysfonctionnements pour écarter Julien Fournier et faire venir Luis Campos. Parce que 2 ou 3 semaines avant l'arrivée de Luis Campos au PSG, Luis Campos commençait déjà à dire « Oui, moi j'aimerais bien pouvoir retravailler avec Christophe Galtier, tout ça ». On sentait qu'il était en train un peu de savonner la planche à Fournier pour faire revenir Luis Campos. Sauf que Leonardo est parti et Paris est allé chercher Luis Campos. Donc ça a changé un peu tous les plans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nice se retrouve sans Galtier, sans Fournier, repart quasiment de zéro, avec un Ineos qui maintenant affirme avoir de plus grosses ambitions. Donc Christophe Galtier a fait du bien. Mais c'est vrai que ça passe pas trop non plus. Il y en a beaucoup qui lui reprochent, mais attends, l'effectif, il était quand même très correct dès le début de la saison, tu as réussi à avoir des résultats, pourquoi tu les as plus ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que l'effectif, il était peut-être pas si incroyable que ça, mais pourquoi tu l'as déréglé ? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi qui lui sont reprochées. Mais globalement, moi, en tout cas, pour ma part, je pense qu'il a fait plus de bien que de mal à cette équipe. Yacine, normalement, ça ne devrait pas arriver avec le PSG. Bon, ça arrive dans plusieurs clubs, hein, qu'un directeur sportif et qu'un entraîneur ne s'entendent pas. Et au PSG, on est bien placé pour le dire. Mais normalement, avec le duo qui forme déjà avec Luis Campos, normalement, il y aura pas de problème. Je pense que c'était peut-être effectivement ces revendications à Nice étaient peut-être justifiées pendant le mercato hivernal. On sait qu'à ce moment-là, les relations avec Julien Fournier étaient très tendues. Je pense que Yacine, aujourd'hui, il travaille main dans la main avec Luis Campos. Normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de problème qu'on a connu entre Tuchel et Leonardo, entre Pochettino et Leonardo. Je pense que c'est pour ça aussi que Luis Campos, dans sa tête, il n'y avait qu'un seul entraîneur, en fait. C'était Galtier. Voilà, parce que l'entente, parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble, parce que, comme l'a dit Alex, ils voulaient retravailler ensemble, parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde, parce que chacun a un rôle défini. Ils travaillent ensemble, mais chacun a son rôle. Voilà, donc je pense que c'est en tout cas,
sur le papier aujourd'hui, effectivement, on a sûrement la meilleure relation directeur sportif-entraîneur depuis allez, Leonardo Ancelotti de la première saison. Et ils vont dans la même direction. Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est aussi le terrain qui finira de valider ou pas. Très bien. Ben, on va parler un peu de son staff. Yacine, tu as sorti un papier récemment pour présenter Joao Sacramento. Alors, c'est un entraîneur adjoint portugais. Il est jeune, hein, il a 33 ans, mais il a quand même pas mal d'expérience déjà. Alors, ils se sont connus lors de la venue de Christophe Galtier au LOSC. Ils ont déjà travaillé ensemble, ils s'apprécient beaucoup. Ensuite, lui a rejoint José Mourinho, le staff de José Mourinho à Tottenham et ensuite à la Roma. Et là, il revient du coup au Paris Saint-Germain pour reformer le duo avec Christophe Galtier. Alors, c'est pas le premier adjoint. Hein. Son premier adjoint, c'est un adjoint historique qui s'appelle Thierry Oleksiak. J'espère que beaucoup critiqué du côté de Nice, Thierry Oleksiak. Pardon? Beaucoup critiqué Thierry Oleksiak sur son passage à Nice, d'ailleurs, au passage. D'accord, ok. Bah, après, c'est quelqu'un avec qui il travaille depuis Saint-Etienne. Hein. Ils se connaissent vraiment de longue date. Donc ça, c'est le premier adjoint. Et donc, j'en parlais un instant, Joao Sacramento, 33 ans, portugais lui aussi, qui va intégrer le staff. Et lui, Yacine, il est très, très important hein, pour le côté tactique, le côté mise en place, jeu. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu, tu peux nous le présenter un peu le cursus aussi qu'il a suivi. Alors, je sais que au Portugal, c'est pas comme en France. Le cursus, quand tu deviens coach, il est un peu différent. Il y a beaucoup de parcours universitaires. C'était le cas aussi, d'ailleurs, de José Mourinho. C'est très bien décrit dans la biographie qu'a fait Nicolas Villas de José Mourinho. Il vous explique un peu son parcours. Et la parole à toi, Yacine, hein, sur Joao Sacramento. Ouais, donc Sacramento, c'est... alors, son parcours, il est un peu spécial parce que donc il est portugais. Il a commencé sa formation au Portugal, puis il est parti au Pays de Galles. C'est un personnage qui a jamais été professionnel. Donc le parcours, entre guillemets, de la nouvelle vague entraîneur portugais depuis une quinzaine d'années. Villas-Boas, Mourinho, voilà. Il a beaucoup travaillé sur la vidéo au départ. Donc il a été formé au Pays de Galles et il est revenu au Portugal terminer sa formation et là il a fait un très gros dossier sur la périodisation tactique et c'est comme ça déjà que ses premiers contacts avec Mourinho, parce qu'avant de rejoindre Mourinho il était déjà en contact avec Mourinho, il a eu des échanges parce que Mourinho a vraiment apprécié le travail qu'il avait fait. Je crois que c'est sur son mémoire de fin d'études sur la périodisation tactique, etc. Rapidement, la périodisation tactique, c'est en gros de travailler tout à partir du système de jeu, des systèmes de jeu qui vont être mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exercice athlétique sans ballon, il n'y a pas d'exercice où on fait des choses qui n'ont rien à voir. Tout est basé sur le jeu et le système de jeu. Et effectivement, il a donc rejoint, aussi sur les conseils de Campos, le staff de Galtier à Lille. Où il a travaillé un peu sur tout et notamment sur ce domaine-là. Et on a bien vu quand même que dans les principes de jeu à Lille, même si c'était pas flamboyant, il y avait des choses quand même qui étaient bien rodées, chacun avait son rôle, etc. Et tout ça, ça fait partie du travail sur la périodisation tactique. Notamment, Yacine, à la perte de ballon, je sais qu'ils étaient très très exigeants à la perte de balle. Et on l'a vu ça à Nice, hein, l'agressivité qu'il pouvait y avoir, notamment au milieu de terrain. Voilà. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est aussi le travail de l'école portugaise, c'est que le foot, c'est pas, entre guillemets, que les transitions, c'est une continuité. Voilà. Et il se passe plein de choses dans un match, avec ballon, sans ballon. Et il n'y a pas, en gros, ils essayent de dire, il y a deux phases. Hein. C'est avec ballon, sans ballon. Mais ces deux phases, elles sont toujours liées. Quand tu perds le ballon, il n'y a pas un nouveau truc qui se met en place. Tout est en continuité. Donc, ça demande beaucoup de réflexion. Et notamment à l'entraînement, des jeux avec énormément d'intensité pour être capable de répéter ces efforts de j'ai le ballon, j'ai pas le ballon, j'ai le ballon, j'ai pas le ballon, et qu'est-ce qu'on fait dans ces deux phases-là. Et ensuite, donc, Sacramento a quitté Lille pour rejoindre Mourinho à Tottenham, puis à la Roma. Et à la Roma, il a quitté le club en cours de saison. Alors, pas parce qu'il ne s'entendait pas avec Mourinho, mais parce qu'en fait, Sacramento, 33 ans, il avait des envies de devenir numéro 1. Il n'a pas eu réellement de proposition. Et aujourd'hui, il y a eu la proposition du PSG pour rejoindre le staff de Galtier et il a accepté. Alors, beaucoup vont dire
C'est bizarre parce qu'il voulait être numéro 1. Finalement, il va être que adjoint, en tout cas dans le staff. Est-ce qu'il a revu ses ambitions à la baisse? Je pense qu'il y a plein de choses, moi, là-dedans. C'est que il a peut-être pris conscience qu'il avait que 33 ans. Que l'opportunité PSG, ça se refusait pas aujourd'hui. Et que être numéro 1, je veux dire, tu peux l'être à 35 ans, 38 ans, 40 ans même. On a vu des entraîneurs exploser sur le tard. Voilà, peut-être qu'il s'est dit c'est le bon moment. Et aussi, faut pas oublier qu'il était à la Roma, alors entre guillemets qu'à la Roma. Est-ce que être numéro 1 dans un petit club ou être adjoint au PSG aujourd'hui, à son âge, hein, il aurait 45 ans, je tiendrais peut-être pas le même discours. Mais à 33 ans, est-ce que c'est pas encore une fois une superbe expérience avec les joueurs qu'il va avoir à gérer, ce qu'il va pouvoir mettre en place? Parce que beaucoup ont comparé ce duo à ce que faisaient Gasset et Blanc. Alors, on n'est pas tout à fait dans le même rôle, mais Sacramento a un vrai rôle tu vois, Alex parlait d'Olexia qui n'est pas très bien vu. Olexia, c'est l'adjoint fidèle. C'est pas lui qui va décider de ce qui va être mis en place. Voilà, moi, je vais être cash. Olexia, il n'a pas les compétences tactiques, footballistiques pour pouvoir être un vrai adjoint du PSG comme l'était Gasset. Donc, c'est Sacramento qui va avoir ce rôle-là. Avec, entre guillemets, dans la hiérarchie, ok, un peu derrière Oleksiak. Après, Yacine, c'est du niveau de Ghislain Printemps ou ouais, on n'en est pas loin. Tu sais, le truc, c'est qu'à un moment donné, mais malheureusement, c'est comme ça, c'est que les entraîneurs, ils ont aussi besoin d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, pas forcément que sur le domaine tactique, mais pour avoir aussi cet appui moral, voilà, quelqu'un avec qui ils sont bien. Parce que si on t'amène tous tes adjoints, c'est pas toi qui les choisis et qu'on t'amène quelqu'un, tu as toujours un peu l'impression que les mecs sont là aussi pour prendre ta place. Donc là, voilà, c'est aussi cette. Juste avant que tu poursuives, on passera à la deuxième partie. Juste l'avis d'Alex. Alors, je sais que tu m'avais dit que tu connaissais pas spécialement Joao Sacramento, mais plus sur sur l'univers un peu des coachs portugais, pardon. Il y a même un moment, il y avait une vraie hype sur les coachs portugais. Lui, il ne l'est pas, mais voilà, il est entraîneur adjoint. Il commence à construire sur sa carrière, sur tout ce qu'a dit Yacine, tu vois, sur le fait que les coachs portugais, c'est tout de suite avec le ballon. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Alex, les premières images d'entraînement. C'est vrai que on a tout de suite vu des jeux avec ballon dès les premières heures d'entraînement. Est-ce que tu es d'accord avec Yacine sur cette volonté des entraîneurs portugais de mettre le ballon, le jeu au cœur des entraînements directement en pré-saison? Alors oui, totalement. De toute façon, on sent Yacine a très 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 bien travaillé le sujet parce que tout ce qu'il explique effectivement sur les cursus, notamment en faculté au Portugal, qui justement ont produit les meilleurs coachs portugais de ces 15-20 dernières années, c'est exactement ça. C'est vrai qu'au Portugal, contrairement à la France, il y a vraiment cette ouverture à des entraîneurs qui juste montrent qu'ils sont compétents. Quel que soit leur CV et qu'ils aient été un grand joueur ou pas, qu'ils aient été joueurs professionnels ou pas, tout ce qu'ils voient c'est le résultat. Ok, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon? Ça va pas plus loin que ça. Après, évidemment qu'il y a aussi des entraîneurs, qui étaient des anciens joueurs, Ruben Amorim par exemple, et Sergio Conceição. Voilà, il y a en tout cas il y a une vraie ouverture, ça c'est clair, et vraiment que ce soit la faculté de motricité humaine de Lisbonne ou la faculté de Porto également, les deux sont très reconnus, leurs cursus sont valorisés au Portugal. On est très loin des filières STAPS qu'on peut avoir en France. Voilà, ça n'a strictement rien à voir en termes de valorisation là-bas. Maintenant, effectivement, moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Yacine, et on peut espérer effectivement que Sacramento pourrait servir un petit peu de contrepoids dans ce staff technique que n'est pas Thierry Oleksiak. Effectivement, à Nice, Thierry Oleksiak, on n'a jamais senti qu'il avait la possibilité de bouger Christophe Galtier dans ses idées. Au contraire, il est plutôt là pour le conforter et mettre en place ce que veut Christophe Galtier. Et Sacramento, c'est vrai, je le reconnais sans problème, j'ai pas spécialement creusé le sujet, mais il a vraiment cette réputation de petit génie, de maniaque de la tactique, comme on pourrait le dire par exemple pour un Julian Nagelsmann, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Alors après, évidemment, on parle de quelqu'un qui a travaillé avec Christophe Galtier et qui a travaillé avec José Mourinho. Donc évidemment, c'est quelqu'un qui va avoir aussi beaucoup d'idées très précises sur le jeu de transition. Mais c'est pour ça que quand à l'heure tu dis
C'est quelqu'un qui va mettre le jeu vraiment au cœur de ses entraînements et de toutes ses idées, oui. Mais généralement, il y a quand même un amalgame de faits. Quand on dit oh, il pense que au jeu, généralement, on pense que jeu offensif. Oui, bien sûr. Si c'était le cas, il aurait peut-être fait un autre parcours. Mais pour moi, le jeu, c'est pas forcément offensif. Alors attention, on peut très bien jouer et jouer de manière défensive et penser à la transition, tout ça. On peut très bien jouer. Et ça, c'est peut-être ce qui va permettre aussi à Christophe Galtier de proposer un jeu plus convaincant que ce qu'il a pu montrer cette saison à Nice. Parce que, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, dès que Christophe Galtier a voulu proposer quelque chose d'un petit peu plus évolué que son jeu habituel, on a vu très très vite les limites de la méthode Galtier. Donc peut-être que Sacramento, effectivement, peut apporter quelque chose de plus. Et puis quand on parle de jeu, il y a, comme l'a dit Yacine, il y a le jeu avec et sans ballon. Donc effectivement, on ne parle pas que de la partie offensive du jeu. Tu voulais poursuivre, Yacine, sur Sacramento, la périodisation. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, parce que en fait, je trouve que c'est un vrai élément nouveau au PSG. Sur tous les coachs qu'il y a eu au PSG depuis 10 ans, et même les staffs, en fait, il y avait des coachs qui étaient, pas dire à l'ancienne, parce que ce serait péjoratif, mais sur d'autres méthodes. C'est-à-dire que déjà, on travaillait athlétiquement d'une certaine façon, souvent avec des exercices, alors avec ballon, mais aussi sans ballon, pour bien quantifier ce que tu vas faire. On se rappelle par exemple, Tourelle, qui avait un préparateur physique dont les joueurs se sont souvent plaints des méthodes parce que c'était très dur. On se souvient aussi de Tourelle qui mettait en place des séances le matin des matchs et les joueurs n'avaient pas l'habitude. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Moi, j'explique l'évolution. Voilà, on a eu Laurent Blanc qui était beaucoup sur le jeu, la possession, voilà. Là, on est sur vraiment un autre travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les joueurs vont devoir, en tout cas c'est normalement comme ça que c'est prévu, mettre énormément d'intensité dans les jeux qui sont proposés à l'entraînement. Et tous ces jeux vont être basés sur ce que tu vas faire en match. Et c'est vraiment quelque chose de très différent dans la perception qu'ont les joueurs parce que, en fait, chaque course, en gros, bon, pour ceux qui comprennent un peu, je vais essayer d'être un peu technique, pas trop, mais tu vois, par exemple, tu vas faire des courses de ce qu'on appelle du fractionné, donc du 15-15. Voilà, tu fais une course en ligne droite ou même si tu veux avec un petit virage, etc. Mais c'est quantifié. Là, on va te demander de faire des courses les uns par rapport aux autres et par rapport au ballon. Donc, tout est calculé pour donner en fait un maximum de repères aux joueurs pendant le match. C'est-à-dire que ça, c'est des actions qu'on va vous demander de mettre en place. Donc, quand tu auras le ballon à cet endroit-là, toi, tu sais que tu dois faire ça, toi, tu sais que tu dois faire ça. Alors, là aussi, ce n'est pas non plus de la robotisation. Ça veut dire que le joueur, il a 2, 3, 4 solutions. Et après, en fonction de l'adversaire, il se passe des choses. Mais en tout cas, on essaye en fait de préparer un maximum ce qui va se passer. Dans les courses, la coordination des courses, on a souvent parlé, quand je faisais les minutes coach, du manque de cohérence dans les courses. Un joueur qui décrochait, mais personne ne prenait la profondeur. Tous les Parisiens qui venaient demander le ballon en même temps dans les pieds. Normalement, si tu travailles bien, ça ne peut pas arriver. Parce que dans la périodisation tactique, chaque joueur va savoir, lui, il fait ça. Si lui, il fait ça, moi, je fais ça. Lui, il demande dans la profondeur. Donc, l'autre, il décroche. L'autre, il prend le couloir. Voilà, tout est préparé là-dessus. J'ai l'impression que tu parles un peu de Liverpool quand j'entends ça. Ouais, mais parce que les coachs allemands se rapprochent beaucoup plus de l'école portugaise, par exemple. Par exemple, les coachs italiens, c'est un peu différent. Mais les coachs allemands, Alex parlait tout à l'heure de Nagelsmann, on est tout à fait dans cette école-là. Un mélange entre le Portugal et un peu ce qu'a amené Guardiola dans le jeu de position. Voilà, on est dans cette école-là avec des choses très précises. Le truc, c'est que moi, je pense aussi qu'il faut toujours un peu laisser de créativité aux joueurs. Parce qu'à un moment donné, quand tu es trop prévisible, bah ouais, c'est que le talent du joueur qui va faire la différence. Mais aujourd'hui, les équipes t'étudient tellement qu'il faut aussi laisser cette part de créativité, d'inventivité. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle méthode. Moi, je pense honnêtement que les joueurs du PSG peuvent adhérer parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup basé sur le ballon et le jeu. Alors, avant, on va terminer là-dessus sur Sacramento. Une dernière question, Yacine, puis après, je lancerai Alex sur Vitinha. Je voulais avoir un peu son avis sur la première recrue du PSG. Est-ce que tu penses, Yacine, que cette méthode elle peut s'appliquer à tous les niveaux du club, c'est-à-dire
à la formation, aux féminines. Est-ce que c'est ça aussi l'idée, Yass? Alors oui, évidemment qu'elle peut, puisque c'est comme ça que travaillent les clubs portugais en général. On parle souvent enfin, en France, on a l'habitude de dire les 5 grands championnats, et il y a certains championnats qu'on méprise. Moi, je suis beaucoup. Alors encore une fois, c'est pas pour dire ouais, moi, regardez-moi, je suis un suiveur. C'est juste Si, que c'est pour dire ça. Non, non. J'ai eu des conna- Déjà, j'aime bien le championnat portugais parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talent. J'ai aussi étudié par rapport à tout ce que j'ai fait dans mon parcours, les livres, etc., ce qui se faisait aux Pays-Bas, au Portugal. Et j'ai des connaissances au Portugal de gens qui travaillent dans le football. Donc, c'est des choses qui se font. Et quand vous suivez le football de jeunes, on regarde la Youth League, etc., les Portugais, c'est ce qu'ils font chez les jeunes. Et on voit bien quand même qu'il y a du résultat. Voilà, ça joue bien au football. Alors, ça manque de moyens parce que le Portugal, c'est le Portugal. Mais vraiment, en termes de qualité, etc., de travail, de formation, il y a une vraie école au Portugal. Et qui travaille sur cette méthode-là. C'est une méthode qui est quand même reconnue. Hein, c'est pas, mais ces gens-là, là, alors j'ai oublié les noms, je crois que c'est Faria ou quelque chose comme ça, le nom Victor Frade. Hein? Tu parles de Victor Frade, non? Ouais, voilà. Qui a créé cette méthode, etc. C'est des gens qui font des conférences qui sont appelées dans le monde entier. Hein. C'est pas quelque chose qui est propre au Portugal et en gros, eux, ils ont fait quelque chose. C'est quelque chose qui est reconnu mondialement et qui se fait dès le plus jeune âge. Parce que tout est basé sur le football. Je rappelle cette phrase, ceux qui n'ont pas lu l'article, mais de Jardim. Est-ce qu'on demande à un pianiste de courir autour de son piano pour apprendre à jouer au piano? Voilà, c'est comme ça en fait qu'ils réfléchissent le foot. Voilà. Une belle métaphore. Très bien, très bien. Comme ça, au moins, on a fait le point sur un personnage important du staff de Christophe Galtier, Joël Sacramento, mais je pense qu'on va le découvrir au fur et à mesure. Et c'était intéressant pour nos auditeurs. Je reviens vers toi, Alex, parce que la première recrue parisienne, c'est un certain Vitinha. Alors, Yacine le connaissait parce qu'il regarde tous les matchs et il dort jamais. Moi, très très peu, évidemment, comme tout le monde, j'ai été voir un peu sur YouTube, mais ça donne pas vraiment. C'est une compilation de beaux gestes techniques, mais pour moi, c'est pas suffisant et j'ai vraiment hâte de le voir évoluer dans ce milieu. Mais toi, ton regard et ton œil, toi qui as commenté pas mal de matchs pour RMC à l'époque du championnat portugais, on a tendance à le comparer à Marco Verratti sur le côté un peu technique, etc. Est-ce que tu vas dans ce sens-là ou pour toi, c'est un peu plus que ça? Je peux aller dans ce sens-là, mais c'est un petit peu plus sur le plan offensif. Ok. C'est quand même beaucoup plus entreprenant et beaucoup plus adroit offensivement que Marco Verratti. Après, peut-être que dans l'organisation du jeu, là, pour le coup, je pense qu'il peut apprendre pas mal de l'italien. Effectivement, moi, à RMC Sport, Vitinha, pour le coup, je l'ai vu, j'ai vu tous ses premiers matchs, tous ses matchs de son explosion. J'ai quasiment vu tous ses matchs aussi. Je vais être assez clair. Moi, en 6 ou 7 ans de commentaires du championnat portugais, il n'y a que 2 joueurs où j'ai eu un effet waouh pendant le match, où vraiment pendant le match, j'étais là à me focus uniquement sur un joueur tant il m'éblouissait. João Félix, Vitinha. Voilà, c'est les 2 seuls, et pourtant il y a des très beaux joueurs, il y en a eu un paquet, notamment Rafinha là, qui va signer à Barcelone normalement pour plus de 70 millions d'euros. Bon, des très 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 bons joueurs, j'en ai vu un paquet. En plus, j'ai pas fait que le championnat portugais, j'ai fait à peu près tous les championnats là-bas. Vraiment, ces 2-là, j'étais waouh, c'est quoi ces gosses, c'est quoi ces gamins. Je te coupe rapidement, mais il a fait aussi un prêt en première ligue. Ouais, à Wolverhampton, effectivement. Oui, mais d'un autre côté, c'est justement aussi ce qui fait que je suis un peu admiratif, c'est qu'il a un parcours, un début de carrière assez chaotique. On parle d'un gamin qui, pour moi, est un petit peu une action de Jorge Mendes, hein, comme beaucoup. Tu sens que voilà, Porto ne lui faisait pas spécialement confiance il y a à peu près 3 saisons, au moment où justement il méritait de commencer à être lancé, où pas mal de suiveurs du foot portugais et du FC Porto réclamaient. Est-ce que on le voit un petit peu plus? Pareil pour Fabio Vieira, mais c'était une époque où Porto même avec cette génération qui venait de gagner la Youth League, ne faisait pas confiance à ces jeunes. Sergio Conceição avait un peu du mal avec ça, était assez frileux à cette idée-là. Après, il y a une réalité économique qui fait qu'entre-temps, à Porto, on se dit, bon, ça serait quand même con de se priver de cette manne de joueurs gratuite. Il y a quand même du talent. Et donc, quand Vitinha revient de son prêt à Wolverhampton, où il était censé signer, mais finalement Wolverhampton a dit non avec cette option d'achat à 20 millions d'euros, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent bien regretter, parce que vraiment, il a littéralement explosé sur la saison dernière.
alors qu'il n'était même pas programmé pour être dans cette équipe. Donc déjà, sur le point de vue mental, je me dis, ok, le garçon a de la ressource. Réussir à convaincre un coach qui n'aime pas les jeunes, qui ne jure que par les joueurs qui ont beaucoup de volume, qui ont beaucoup de physique. Sergio Conceição, c'est un peu un Christophe Galtier dans le profil. Et il a réussi à le convaincre à l'aligner dans un 4-4-2 à plat. Là aussi, on est la bise à Christophe Galtier, dans un double pivot. Lui qui fait 1m72, 65 kg. Vraiment, c'est un exploit qu'a réussi à faire ce gamin en s'imposant dans cette équipe. Et même dans ce système de jeu très énergivore, dans une position particulièrement reculée, lui, c'est plutôt un numéro 8 très offensif. Dans le registre de jeu, moi, j'aime bien le comparer à Andrés Iniesta. Dans le positionnement, dans sa façon de prendre les espaces, de chercher le 1 contre 1, de faire des différences, que ce soit par le dribble, la passe ou par la frappe. Dans le registre de jeu, on est dans du Andrés Iniesta. Après, je suis pas en train de vous dire que c'est le nouvel Iniesta, les nouveaux machins chouettes. Moi, c'est pas mon délire. Mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de à quoi vous attendre. C'est pour ça que quand la comparaison avec Verratti, oui, sur certains points, effectivement, petit gabarit, très intelligent, très intéressant techniquement, effectivement. Mais s'il y a une comparaison qui tient plus dans le registre de jeu, dans le profil, c'est plutôt Andrés Iniesta. En tout cas, vous avez fait un super coup. Vous avez été assez vif puisqu'il y avait des négociations entre Porto et Vitinha juste avant que Paris ne se ramène pour que Vitinha prolonge et qu'on augmente sa clause libératoire et que ça passe à 80. Parce qu'ils se rendaient bien compte que 40 millions, c'était beaucoup trop bas pour un joueur de cette classe-là. Et du coup, Campos a eu le nez creux et a très vite saisi l'occasion. Alex, tu fais bien de le dire, parce que je pense que sans option d'achat, les prix, je pense que Porto ne le vend pas. Les prix sont envolés, évidemment. Et puis juste pour revenir sur Wolverhampton, Wolverhampton, c'est un peu le terrain de jeu de Jorge Mendes. C'est un peu le directeur sportif officieux de Wolverhampton. Il a placé un entraîneur portugais à la tête du club et ça fait quelques années que c'est lui aussi qui fait un peu la politique du mercato du club de Wolverhampton. Donc c'est pour ça aussi que Vitinha était parti faire un prêt et effectivement ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui parce que si à l'époque c'était 20 millions, voilà, aujourd'hui c'est 40, il va grandir avec le PSG d'ici 3-4 ans si vraiment effectivement au milieu de terrain il arrive à rayonner, à briller avec Marco Verratti, ça vaudra encore beaucoup plus cher. Donc effectivement c'est une très très bonne affaire pour le PSG. Après, moi, j'ai quand même une interrogation, parce que moi, sur le talent et le potentiel de Vitinha, honnêtement, je ne me fais aucun souci. Vous avez vraiment signé un énorme prospect, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, ça ne suffit pas pour être une réussite dans un club. Encore faut-il qu'il réponde aux besoins du PSG. Dans le 3-4-1-2 que veut instaurer Christophe Galtier, on le fait jouer où, Vitinha ? C'est ça, en fait, la question que je me pose. Parce que j'ai du mal à imaginer Christophe Galtier aligné à la récupération, à double pivot qui culmine à 1m72, ça, c'est pas Christophe Galtier, ça. Là, ça serait quand même particulièrement bizarre. J'ai du mal à voir un milieu de terrain Vitinha-Verratti, les deux côte à côte. J'ai du mal à voir Vitinha en numéro 10 à la place de Messi ou à la place de Neymar. Où est-ce qu'il va jouer ? Ou si c'est pour se contenter de quelques minutes quand Verratti n'est pas dispo, bon, sa progression risque d'être freinée. C'est très bien pour la transition parce que c'était la question que je voulais poser à Yacine. Et c'est vrai que, alors c'est bien d'avoir deux milieux de terrain très, très bons manières de ballon, techniquement quasiment irréprochables. Mais c'est vrai ça fait un peu peur parce que si on part sur cette éventualité, alors tu dis 3-4-2-1, 1-2, c'est comme ça que tu dis le truc. On peut dire aussi un 3-5-2 pour être plus simple, mais c'est vrai que tu te retrouves avec simplement deux milieux comme Verratti et comment il s'appelle, Vitinha. Ce qui voudrait dire que si tu pars sur ce schéma-là, Yacine, il faut que les mecs devant, il faut pas qu'ils nous proposent ce qu'ils nous ont proposé la saison dernière. C'est pas possible. Parce que sinon, on va peut-être gagner des matchs 6-5, en perdre des 9-8, tu vois. Ça risque d'être compliqué, comme l'a dit Alex, non ? Ouais, ça c'est sûr. Mais après, je pense que en fait, cette question-là va se poser 5 fois dans la saison, peut-être. Et encore, sur 60 matchs. Donc, je pense qu'il y aura certains matchs où Galtier choisira un joueur plus costaud à côté de Verratti. Maintenant, je pense qu'il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que, tu vois, par exemple,
Alex parlait de ce qu'a appris avec Conceição, Vitinha. Et Vitinha, d'ailleurs, l'a dit très bien dans son interview que cette saison, il avait progressé dans l'agressivité, dans l'impact, parce que Conceição, c'est ça, c'est d'abord l'intensité, les duels, voilà, il veut des équipes qui se battent. Donc déjà, il a progressé de ce côté-là. La deuxième chose, c'est que moi, je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit, encore une fois. Alors déjà, quand tu joues avec 3 centraux, tu peux te permettre d'avoir un peu moins de... Je rappelle quand même que Chelsea il gagne la Ligue des Champions avec Jorginho et Kanté devant 3 centraux. C'est pas Casemiro, hein. Il y a pas de... L'activité de Kanté, elle est quand même spectaculaire. Hein. Non, mais je parle physiquement. Oui, bien sûr. Et il compense avec une activité qui est au-dessus de la moyenne. Donc, il y a ça. Et la dernière chose, c'est que je pense que ça... Je prends souvent l'exemple de Modric. Modric, c'est pas non plus un animal. Et pourtant, il récupère des ballons, il va dans les duels. Je pense que moi, vraiment, que c'est une question d'état d'esprit. Et je vais pas caricaturer, parce qu'après, les gens vont encore mal le prendre. Mais moi, en fait, ce que j'attends de Galtier, c'est plus ça, en fait. Parce que le PSG joue au foot, ils l'ont déjà fait contre plein d'équipes depuis 10 ans. Mais qu'est-ce qui a manqué? C'est à un moment donné d'avoir des joueurs qui sont capables d'aller mettre le pied, d'aller dans les duels, même si physiquement au départ, tu n'es peut-être pas le plus costaud. Voilà, et comme tu l'as dit, ben oui, tout partira des 3 de devant. Toutes les équipes aujourd'hui, quelles qu'elles soient, les offensifs font un travail. Alors après, il est ce qu'il est. Hein. Le Real, par exemple, c'est plutôt des joueurs qui vont se replacer dans les lignes, pas forcément pressés. Et tu as City où ça va presser, et tu as Liverpool où ça sait faire les deux. Ça partira des 3 de devant. Évidemment que si les 3 de devant ne font aucun travail juste pour gêner la relance et que tu prends des vagues, oui, Verratti, Vitinha, à un moment donné, ça va trouver ses limites. Maintenant, ça peut aussi le faire. Alors après, c'est toujours pareil. Dans les gros matchs, il y a peut-être des choix à faire. Après, l'idée, c'est effectivement de peut-être faire jouer, dans ce que disait Galtier, l'idée, c'est peut-être de faire jouer Neymar derrière Messi et Mbappé. Donc effectivement, les trois de devant sur les replis, sur le contre-pressing, etc., ça va être quand même très très important. Je crois qu'on a fait le tour sur le sujet Vitinha. On en avait déjà parlé de façon avec Yacine, mais c'était cool d'avoir ton avis, Alex. On va parler d'un autre joueur que tu connais bien, Alex. Et puis après, on terminera sur le club satellite de Braga. Tu nous parleras un peu de club. Ah, exact. Il y a une info qui est sortie récemment, et c'est vrai que c'est un peu un serpent de mer au PSG. L'histoire du club satellite, ils avaient prospéré en Espagne, au Portugal, en Hollande, en Belgique. Mais là, a priori, il semblerait que ce soit en passe de se faire, mais c'est pas encore fait. Mais on va en parler. Mais juste avant, je voulais, sur la partie un peu mercato, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Hein. Je rappelle ce que tous les comptes Twitter sortent tous les jours, 4 fois par jour, 6 fois par jour. On s'approche de Skriniar. Dans 48 heures, on va signer. Et c'est pareil pour Scamacca, et c'est pareil pour... c'était qui non, c'est ça, c'est Scamacca. Ah oui, il y en a un autre, c'est Ekitike. C'est ça. Donc, ça fait 2 semaines qu'ils doivent signer. Non, mais ça, c'est la danse habituelle du mercato. Hein. C'est pareil dans tous les clubs. Hein. C'est vrai, tu as raison, mais c'est fatigant un peu. Parce que quand il n'y a rien à dire, autant se taire que de répéter tous les jours que dans 24 heures, il va y avoir une réunion. Dans 48 heures, il va y avoir une réunion. Ouais, en fait, vous savez pas grand-chose et il faut bien faire vendre du papier. Je crois que cette saison, on a franchi un cap quand même. C'est pas mal, c'est vrai. Il faut avoir raison. Donc, tu y vas, tu bombardes. Parce que là, franchement, cette saison, c'est dur. Non, mais il y a des choses que je vois, je sais pas ce que tu en parles. On peut faire un petit parallèle, ça, 2 secondes, hein, Alex, mais c'est vrai que le traitement du mercato sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose, hein, entre les mythomanes qui est un mot Insider PSG aujourd'hui, c'est quand même un sacré plan de carrière. Hein. T'arrives, tu vas sur Twitter, tu tires à pile ou face, si ça passe une première fois, ça y est, ta carrière est lancée, tu vois, c'est exceptionnel. C'est vrai, mais en fait, ça attire les mythos parce que globalement en France, les gros mercatos sont en général faits par le PSG et tu as toujours des gros noms qui sont liés à l'actualité du PSG. Simplement, aujourd'hui, les mecs te balancent des noms. Comme ça, à droite à gauche, et puis quand ça se fait pas, ils arrivent toujours à rebondir sur leurs pattes. C'est des magiciens, les mecs, hein. Ils sont incroyables. Mais bref, là il y a une info qui est sérieuse, et Yacine, tu en avais parlé il y a quelques semaines, donc chapeau Yacine, toi au moins tu l'ouvres pas pour rien. C'est la piste menant à Khéphren Thuram, mais je sens que cette piste, ça va énerver notre ami Alex, supporter de l'OGC Nice. Allez, l'idée
l'idée d'un départ de Khéphren Thuram de l'EGC Nice pour le PSG. Et pourtant, c'est vrai que Yacine m'en avait parlé il y a quelques semaines. À l'arrivée de Campos, il m'a dit fais attention, et tu en avais reparlé aussi dans le podcast. Galtier apprécie Thuram, Campos aussi, ça se pourrait qu'il y ait un petit mouvement du sud vers le nord. Alors justement, Khéphren Thuram, ce qui est hyper intéressant par rapport justement à sa frilosité quand il choisit ses milieux de terrain, c'est que Khéphren Thuram, ok, il est gigantesque, hein, il doit faire plus d'1m90. Tu peux déjà rappeler le profil, parce que tout le monde ne le connaît pas, hein, c'est un jeune joueur. Ouais, bien sûr. Tu peux juste rappeler le profil du joueur. Il a un profil un peu atypique, hein, parce que quand tu le vois comme ça, très très grand, très costaud, tu t'attends peut-être à une sentinelle un petit peu classique, un peu type Danilo, sauf qu'en fait il est assez longiligne. Il a une très très belle capacité d'accélération, il a une très très belle qualité technique, et en fait c'est vraiment un milieu très offensif. Et justement, c'est ce que je disais qui est intéressant, et on peut faire. C'est pour ça que je me pose des questions par rapport à Vitinha, c'est que Khéphren Thuram, malgré son gabarit, mais du fait qu'il soit beaucoup trop porté sur l'offensif pour lui, mais il lui a fallu quasiment toute une saison pour qu'il ose l'aligner dans l'axe, alors que c'est son registre. C'est plutôt un numéro 8 axial. Les 3/4 du temps cette saison, on l'a vu jouer milieu gauche. On le met sur un côté, comme ça, s'il perd un ballon, bon, ça va, il y a possibilité de récupérer. Il lui a fallu beaucoup de temps pour oser lui faire confiance dans l'axe aux côtés de Rosario ou de Limina. Donc j'ose pas imaginer pour Vitinha combien de temps ça va prendre pour qu'il lui fasse confiance. Vraiment. Après, peut-être qu'avec une défense à 3 derrière, il sera moins frileux. Ça, on l'a pas vu à Nice. Je veux bien accorder le bénéfice du doute. Bref, pour Khéphren Thuram, en tout cas, effectivement, moi, c'est un joueur que j'ai énormément apprécié. Il était pas loin d'un départ, hein, déjà l'été dernier pour l'Eintracht de Francfort, parce que Nice ne lui faisait pas spécialement confiance sous Patrick Vieira. Et moi, à cette époque-là, je disais déjà, mais c'est une pépite. C'est une pépite, ce gamin, c'est de l'or en barre. Je faisais même des comparaisons avec Pogba dans le registre de jeu. Je me disais, mais regardez en fait la qualité technique et le potentiel physique des joueurs qui réunissent les deux. C'est rare à ce niveau-là. Et lui a vraiment toutes ses qualités. En plus, c'est un gamin assez intelligent, assez équilibré, qui se prend pas trop la tête et tout. Il n'y a jamais eu de phrase, quoi que ce soit avec Khéphren Thuram. Et c'est quelqu'un qui, du coup, cette saison a littéralement explosé, qui a une connexion notamment avec Amine Gouiri assez folle. Regardez le premier but de Nice là sur son premier match amical, c'est incroyable. C'est l'action que fait Khéphren Thuram, 1-2 dans la surface de réparation avec Amine Gouiri. Au dernier moment, il décale pour Andy Delors qui n'a plus qu'à la mettre au fond. C'est classe mondiale. Pour moi, Khéphren Thuram, c'est aussi prometteur aujourd'hui qu'un Kamavinga ou qu'un Tchouaméni. Pour moi, il est dans cette catégorie de ces jeunes cracks français au milieu de terrain. Vraiment, je comprends tout à fait que le PSG s'y intéresse. Il est formé à Nice, Alex ? Monaco. Il est formé à Monaco, allez, on peut dire post-formé peut-être par Nice, parce qu'il arrive quand même très très jeune, il a que 21 ans aujourd'hui, c'est encore très très jeune. Mais comme je le disais, il était proche d'un départ l'été dernier, puisque justement il jouait pas assez. Finalement, Nice l'a convaincu et l'a prolongé. Donc là, il lui reste a priori 3 ans de contrat. Donc pour Paris, c'est pas la meilleure situation pour négocier. Ouais. Et là aussi, ça risque d'être très compliqué. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que Christophe Galtier donc a un peu haussé le ton sur les ambitions de ce club. Et justement, Ineos et même Lucien Favre ont annoncé des ambitions nettement à la hausse cette saison et ont annoncé qu'il y avait 3 joueurs absolument intouchables qui ne pouvaient pas partir cet été. Et le premier non cité, c'était Khéphren Thuram. Sauf qu'après, ils ont dit qu'il y avait aussi certaines offres que tu ne pourrais pas refuser. Alors, je ne sais pas si le PSG va faire des folies pour Khéphren Thuram. Il semblerait que non, parce que Luis Campos a l'air d'être quelqu'un de très raisonnable et n'aime pas trop surpayer les joueurs, même si les sommes qu'on entend autour de Scamacca, moi, ça me surprend un peu, parce qu'on parle pas loin entre 40 et 50 millions d'euros pour un jeune attaquant de Serie A, même s'il est prometteur. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Surtout qu'en Serie A, s'il était vendu à un autre club de Serie A, c'est pas le même prix. Je pense que c'est moitié moins. Ça coûterait, par exemple, si Sassuolo le vend à l'Inter, ça sera 20 à 25 millions, pas plus. Hein. Mais jamais l'Inter ou même le Milan AC mettra. Alors,
50 Je millions d'euros. ne dirais pas que c'est un tarif spécial PSG pour le coup. Je pense que vraiment Sassuolo veut le vendre très cher, puisque l'hiver dernier, Scamacca était en balance avec Vlahovic pour signer à la Juve et les négociations avaient été très compliquées également. Et quitte à payer très cher, ils ont préféré prendre Vlahovic qui me Ouais. semblait quand même beaucoup plus prometteur. Mais après, j'ai quand même l'impression qu'il y a une pénurie aussi de numéro 9 vraiment très très prometteur, des grands attaquants, des grands numéros 9 de moins de 25 ans aujourd'hui, t'en as pas 40. T'en as déjà deux qui ont signé dans des très grands clubs, Darwin Nunez et Erling Haaland. Vlahovic l'était l'hiver dernier à la Juventus. Il reste plus grand chose. Donc en fait, Sassuolo, ils savent très très bien qu'ils sont en position de force et que là, ils ont une denrée rare sur le marché avec Scamacca. À force à force de jouer avec des faux neufs, on n'en forme plus en fait. C'est ça, c'est ça. Pour fermer la parenthèse sur Scamacca, je parlais pas de prix PSG, je parlais surtout de prix en dehors de l'Italie. C'est pas forcément PSG, puisqu'il y a le marché italien. Et puis les clubs italiens, quand ils vendent à l'étranger, évidemment, c'est pas du tout les mêmes prix. Et il y a plusieurs exemples, mais bon, bref, on va refermer la parenthèse. Je voulais un mot aussi de ta part, Yacine, sur Kefren Turam. Qu'est-ce que tu penses de cette piste? Tu l'as vu évoluer toi aussi comme Alex cette saison à l'OGC Nice où il a explosé. Bon après déjà il faudrait faire partir quelques milieux parce que là si tu fais venir encore Kefren Turam, le pauvre Campos et le pauvre Enrique, ils vont avoir beaucoup d'insomnie parce qu'on a quand même pas mal de milieux. Mais sur le joueur en lui-même, sur le profil, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut qui peut s'adapter Est-ce qu'il va mettre Christophe Galtier? Oui, parce il l'a connu cette année à l'OGC Nice. Non, mais qui peut s'adapter, oui, parce que déjà, quand tu joues en 3-4-3, 3-5-2, les deux milieux, ils ont un peu le même rôle que dans un 4-4-2. Sauf qu'ils sont mieux protégés, puisque derrière, tu as trois centraux. Donc, dans le rôle, oui. Dans le potentiel, évidemment. Voilà, après, c'est toujours pareil. C'est que là où je rejoins Alex, c'est qu'en fait, le problème de ces joueurs-là, ça se pose aussi pour Vitinha. Alors, déjà, Kefren Turam, il a 21 ans. Vitinha, il a 22 ans. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, déjà, ils attendent des joueurs, tu sais, qui ont explosé à 18 ans. On a l'impression qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas explosé à 18 ans, ouais, 22 ans, c'est déjà trop tard. Arrêtez de nous le faire passer pour un crack. Qu'est-ce que je te dise? Il y a des mecs à 22 ans, ils explosent. Il y en a, c'est à 24, il y en a, c'est à 26. C'est comme ça. Enfin, il n'y a pas de règle. Donc, déjà, ça ne veut rien dire. En fait, cette période-là, et notamment pour ces deux joueurs qui ont une vraie première grosse saison, parce que Wolverhampton, on l'a dit, il a fait une vingtaine de matchs, ça s'est pas très bien passé. Ça lui a servi, sûrement, pour son parcours, son expérience, etc. Mais en tout cas, il n'a pas beaucoup joué. Donc, c'est leur première grosse saison à chacun. Le problème, c'est que l'année d'après, il faut jouer. Voilà. Super de t'entraîner avec Neymar, Mbappé et qui tu veux, mais il faut jouer. Le problème, c'est de ne pas partir trop tôt. Et comme tu l'as dit, le PSG a déjà 8 milieux. Il y a Vitinha, il y a Thuram. Si c'est pour faire 20-25 matchs, c'est intéressant. Mais est-ce que dans ta progression, c'est le meilleur? Nice, ils ont quand même pris Favre, super entraîneur pour progresser. Ils vont jouer la Conference League. Ok, c'est la Conference League, mais tu joues des matchs européens. Tu vas jouer tous les 3 jours. Est-ce que pour lui, dans sa progression, c'est le top de venir maintenant? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, le PSG, d'ailleurs, tu sais, quand c'est sorti, bon, moi j'en avais parlé parce que voilà, j'avais quelques infos, mais l'idée du PSG, c'est pas de le faire venir pour être titulaire. L'idée de le faire venir pour être dans la rotation une première saison. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Voilà. Le problème, c'est que tu peux pas mettre une option aujourd'hui pour dire on le prend l'année prochaine. Voilà. Après, tu peux aussi très bien le prendre et dire on vous le laisse un an. Ça arrive aussi, tu vois. Voilà, je pense qu'il y a un compromis à trouver parce que prendre des joueurs de cet âge-là pour les faire jouer une vingtaine de matchs, c'est pas non plus bien pour eux dans la progression. On l'a répété 1000 fois, enfin je l'ai dit 1000 fois, le PSG joue tous les 3 jours. Donc en termes d'entraînement, de toute façon, une fois que la pré-saison sera passée, alors en plus avec la Coupe du Monde, ils vont plus s'entraîner les mecs. Donc même en séance, tu progresses plus forcément. Ah ouais, ça. Mais le profil est super intéressant en tout cas. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on a tout dit sur Kefren Turam. Avant de passer à Braga, juste quelques infos en vrac, juste pour rappeler qu'il y a eu deux départs du côté du PSG. Donc, le premier, c'était Xavi Simons, on n'avait pas eu le temps d'en parler. À la base, ça devait être un prêt suivi d'une prolongation. Bon, il y a eu tout un imbroglio. Finalement, ça s'est transformé, en signature directe. C'était
à Eindhoven, hein, le club Ajax, hein, c'est ça? PSV Eindhoven. Ouais. PSV, PSV. au PSV Eindhoven, voilà. Donc, encore un Titi qui part. Après, forcément, on peut pas être trop déçu. On l'a pas beaucoup vu jouer. C'est un peu normal, Yas qui quitte le club à ce stade-là. On vient d'en parler pour Kefren Turam, etc. C'est valable aussi pour Simons. Donc, bon, je vois beaucoup de supporters pleurer, mais bon, on l'a pas vu beaucoup jouer. Évidemment, on a senti qu'il avait du potentiel, etc., mais on l'a pas vu assez jouer pour avoir autant de regrets. Et deuxièmement, effectivement, à cet âge-là, il faut du temps de jeu et c'est quasiment normal qu'il accepte. D'abord, il revient dans son pays d'origine, il y a une vraie culture. Lui, c'est un manieur de ballon, donc je pense qu'il va peut-être plus s'éclater là-bas. C'est vrai qu'il y a pas de regret finalement là. On l'a peu en 30 secondes, hein, on n'a pas beaucoup vu jouer ce joueur. Non, de toute façon, il faut toujours, à un moment donné, se mettre aussi du côté du joueur. C'est trop facile de tout le temps prendre la défense du club et de dire, ouais, ils respectent pas, ils ont été formés là. Le mec, à un moment donné, il a 19 ans. Il a besoin de jouer. Ce qu'on lui propose, c'est pas assez pour sa progression, etc. Il est en fin de contrat parce que tu as laissé aller jusqu'au bout. Bah voilà, c'est tout. Et puis, encore une fois, je l'ai dit 1000 fois, mais quand le PSG va prendre Simons au Barça, personne n'est venu dire le PSG ils vont taper des jeunes à des clubs étrangers, etc. Tu vois. Donc c'est la loi du marché. Écoute, moi je pense que pour lui, en tout cas, c'est un très bon choix. Voilà. Non, mais exactement. Et puis Dagba qui est parti. Alors lui, en prolongeant son contrat, il a prolongé son contrat d'une saison, il me semble. Donc ça doit être jusqu'en 2024. Et il est prêté cette saison sans option d'achat au Racing Club de Strasbourg. Bon, il va faire sa saison. Je ne sais pas s'il est promis à une place de titulaire, mais je crois que ça va être aussi difficile pour lui de s'imposer. Mais écoute, si ça se passe bien, au moins il a un an de plus. Le PSG pourra le vendre l'été prochain, donc c'est pas plus mal. Donc voilà. Et puis en termes de mercato, comme je l'avais dit au début, hein, c'est toujours les mêmes pistes. Il n'y a rien de concret, donc on va pas faire 10 ans là-dessus. Il y a un sujet qui est plutôt intéressant et je suis content que tu sois là, Alex, pour nous en parler. C'est le fameux sujet du club satellite. C'est quoi un club satellite? C'est un club avec qui tu vas nouer un certain partenariat, qui va te permettre d'un côté de peut-être prêter tes joueurs qui n'auront pas de temps de jeu en Ligue 1 avec le PSG pour qu'ils puissent s'aguerrir dans un championnat de bon niveau avec une promesse de temps de jeu. Et c'est aussi le moyen pour le PSG d'aller piocher dans le vivier de ce club, les meilleurs jeunes, les développer et pourquoi pas les intégrer après à l'effectif du PSG. Et là, en l'occurrence, le club dont on parle, et c'est sorti cette semaine par plusieurs médias, des médias portugais, c'est le Sporting Club de Braga, Alex. Alors, tu vas nous parler de ce club, hein, on ne connaît pas très bien. Ce que je peux dire, moi, sur ce club, c'est que c'est un club un club centenaire, qui a dépassé, qui a un club de 1920, qui est un club important au Portugal, plus un club de coupe, qui a gagné quelques coupes nationales, qui a fait une finale d'Europa League lors de la saison 2010-2011, ce qui est déjà pas mal, et qui a fini l'exercice dernier à la 4e place, donc qualifié pareil en Europa League. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce club, Alex, et puis après je viendrai vers toi, Yacine, pour me dire si c'est une bonne idée ou pas. Alors, il faut rappeler que c'est un vieux serpent de mer, hein, le club satellite. On en parle depuis presque 10 ans, depuis l'arrivée de QSI. Ils ont tenté en Espagne, un peu au Portugal, aux Pays-Bas, en Belgique, et il semblerait que ça soit la bonne cette année, Alex. Mais écoute, j'ai appris la nouvelle, j'étais en train de streamer sur Twitch. Je pensais qu'on était en train de me troller. Quand on m'a dit, t'as vu, Braga va devenir le satellite du PSG. Je foutais de ma gueule. Je pensais vraiment que c'était une blague. Et du coup, je suis allé vérifier et je vois que c'est fondé. Et je me dis, mais comment un club comme Braga peut accepter de devenir le club satellite d'un autre club? Vraiment, ça me semblait totalement ahurissant. Parce que là, alors évidemment, on ne parle pas du FC Porto, on ne parle pas du Benfica, on ne parle pas du Sporting. Évidemment, ces trois-là sont absolument intouchables. Mais clairement, le PSG, en allant faire un accord avec Braga, se paye vraiment le meilleur club portugais possible, imaginable. Les trois autres étaient absolument intouchables. Tu peux pas te payer un Porto et accéder leur dire tu seras mon satellite. Ça, c'est... Même sur Football Manager, ça passe pas. Faut pas déconner. Mais Braga, en fait, tu l'as déjà bien rappelé justement avec ces quelques dates clés, c'est que Braga, en fait, c'est sur ces 20 dernières années, c'est le club qui a le plus progressé au Portugal, qui s'est le plus structuré, qui a le plus fait trembler les trois grands. Parce que c'est vrai que vraiment, il y a un ordre très, très établi au Portugal. C'est vraiment Porto, Benfica, Sporting. Et sur ces 20 dernières années, c'était même plus Porto, Benfica. Et le Sporting était déjà en retrait. Et se battait beaucoup plus pour la 3e place avec Braga, justement, que pour une place de champion sur pas mal de saisons. Et de voir un club qui, justement,
excelle dans l'achat-revente de joueurs, dans le scouting, dans la tactique aussi. C'est un club qui choisit très 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 bien ses coachs, qui développe très très bien ses joueurs. Ils se sont mis à la formation il y a même pas 4 ou 5 ans. Ils ont déjà sorti un nombre de pépites incroyables. Ils sont bons dans tout ce qu'ils font. Et c'est un club qui a très très peu de budget. On est sur un club qui a à peu près 20-25 millions d'euros de budget annuel. Je parle pas de budget mercato. 25 millions de budget de fonctionnement annuel pour le Sporting Club de Braga. Exactement. Tu sais que là, on est sur le haut du panier de la Ligue 2, voire le milieu de la Ligue 2, 25 millions. Hein. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est avec ce budget-là qu'ils ont réussi à faire une finale de Ligue Europa et tout ça. Mais après, par contre, là où ils sont très très forts, c'est qu'ils font beaucoup d'achats-reventes et qu'ils revendent assez bien les joueurs. Là, par exemple, ils avaient un joueur qu'ils ont formé, il s'appelle David Carmo, c'est un défenseur central. Ils l'ont revendu plus de 20 millions au FC Porto. Et ils étaient pas loin de le vendre à Liverpool l'hiver dernier. Ils sont très très forts dans tout ce qu'ils font. Et de les voir accepter de se mettre au service d'un autre club, ça me semblait ahurissant. Donc du coup, j'ai creusé un petit peu le sujet. Et en fait, la contrepartie est intéressante. La contrepartie, c'est qu'en fait, l'accord qui serait en passe d'être signé entre Paris et Braga n'est pas un simple accord de partenariat classique comme on le connaît, comme on en a déjà vu plein en France. C'est que là, le Qatar investirait et deviendrait actionnaire minoritaire du Sporting Club de Braga. Et sachant que Braga rentre dans le capital ça serait un actionnaire minoritaire en gros. Exactement. Et c'est ce qui permettrait enfin à Braga d'avoir plus de moyens pour espérer aller titiller encore un petit peu plus les trois gros et enfin devenir ce 4e grand du Portugal officiellement en allant chercher ce titre de champion. Et du coup, la contrepartie serait effectivement d'accepter un ou deux indésirables du PSG, un ou deux jeunes en prêt du PSG, ça parle d'Edouard Michu notamment. Là, dans ce type de deal-là, je me dis, ok, je comprends mieux déjà l'intérêt de Braga de faire un deal avec le PSG. Mais alors, en tout cas, du point de vue du PSG, franchement, c'est tout bénef. Hein. Vu l'excellence dans tout ce que fait Braga ces 20 dernières années, aller envoyer ces jeunes là-bas, mais c'est tout bénef. Alors, c'est mené par Antero Henrique, évidemment, qui connaît très, 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 très bien le championnat portugais. Lui qui a passé plus de 20 ans au FC Porto, qui a connu tous les postes au FC Porto. Donc évidemment, c'est pas un choix hasardeux. Si Braga a été choisi, c'est qu'Antero Henrique, tout ce que tu viens de dire, je pense qu'il était lui aussi au courant et il connaît aussi la valeur, même si elle est récente, de la formation de Braga. Et encore une fois, l'idée, effectivement, Alex, tu as raison de le dire, c'est un échange de bons procédés, c'est du win-win. Il y a de l'argent frais qui va rentrer. On va peut-être t'envoyer, alors pas forcément que des jeunes, tu parlais de Michu, mais il y a peut-être aussi des joueurs expérimentés dont on ne veut plus ici. Je pense à même si je pense pas qu'ils vont accepter, mais tu vois, des mecs type Herrera, tu vois, oui, ils accepteront jamais d'y aller, hein, ça c'est clair. Ils accepteront pas, et Braga, même en prenant, Braga, ils vont peut-être prendre quoi, 20% du salaire en charge, quoi. Enfin, honnêtement, les indésirables, en fait, je pense que dans l'esprit, c'est ce qu'espère le PSG, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas à recaser. Ils n'arriveront pas à recaser des indésirables là-bas. J'imagine pas que Kurzawa dire ok, Braga, ça a l'air bien pour se relancer. Là, au moins, je vais pouvoir me reconcentrer sur le sportif. Non, ça sera sans doute plus pour les jeunes à fort potentiel. Voilà. Type Xavi Simons, comme on avait eu, ou bien Edouard Michu, tu l'as dit. Il y a du Edimbe, mais ça, je pense que celui-là, ils vont vouloir le vendre. Donc, je pense pas qu'il ira à Braga. Mais effectivement, l'idée, c'est peut-être aussi de faire venir des jeunes joueurs prometteurs. Tu parlais d'un joueur, mais de ce club de Braga, est-ce que tu as en tête un joueur qui a explosé après, mais qui sort vraiment de ce club? Il y en a ou pas encore? En termes de formation, tu parles? Ouais, un mec qui a été formé à Braga et qui aujourd'hui qui joue dans un top club européen. Alors, la plus grande réussite d'un point de vue financier pour la formation de Braga, c'est Francisco Trincão, qui avait explosé avec Braga et qui a signé à Barcelone pour à peu près 30 millions, 35 millions d'euros. Je sais plus exactement la somme, mais vraiment une somme assez pharaonique pour Braga. Mais par contre, il n'a pas réussi à s'imposer à Barcelone. Et là, il revient justement au Portugal, au Sporting. Sinon, l'autre grande réussite, c'est David Carmo,
David Carmo qui vient de signer donc à Porto, super défenseur, très prometteur, qui a signé pour plus de 20 millions d'euros. Tu as Pedro Neto également qui avance à très grosse blessure, a vraiment fait de très belles choses en première ligue avec Wolverhampton. Vraiment, ça marche très fort, alors que vraiment c'est le centre de formation de Braga est tout récent. Donc vraiment c'est déjà Alex, très fort. et sur l'effectif de la saison 2021-2022, s'il y a un ou deux joueurs, jeunes ou pas forcément, que tu conseillerais si tu étais scout, est-ce qu'il y a des joueurs de l'effectif actuel qui pourraient au moins dans la rotation avoir leur place au PSG, que ce soit un jeune à fort potentiel ou pas? Dans leur rotation, mais après j'irai pas jusqu'à dire que le PSG devrait le signer, c'est Ricardo Horta, c'est vraiment une valeur sûre, c'est vraiment un attaquant de référence au Sporting Club de Braga depuis pas mal de saisons. Ils l'ont pas formé, mais ils l'ont pleinement relancé et depuis plusieurs saisons. C'est un ailier qui tourne à peu près à 15 buts par saison, très vif, très efficace, vraiment Il a quel âge, très bon. Alors là, de mémoire, je ne saurais pas te dire, mais je dirais qu'il est aux alentours de 26 ans, je pense, un truc comme ça, à vérifier. Dans la rotation du PSG, alors dire, allez, ça me choquerait pas non plus. Mais sinon, t'as un Vitinha, si vous voulez. Il y a un autre Vitinha qui est assez intéressant. Lui, pour le coup, il est avant-centre. Et il est assez intéressant, il est très jeune encore, hein. Il n'a pas encore fini l'apprentissage du très haut niveau, mais c'est déjà très prometteur. Il a montré de belles choses la saison dernière. Si tu es le PSG et que le Braga c'est ton club satellite, tu gardes un œil sur lui quand même. Et le latéral droit, il donne quoi cette saison à Braga? Parce que comme on a perdu Dagba, la doublure d'Akimi, est-ce qu'il y a un latéral droit qui est intéressant à Braga? Non, Non. ils viennent de perdre leur latéral droit titulaire. Il était prêté par Manchester City. Il s'appelle Yann Couto. D'ailleurs, Marseille est dessus. Ce que je disais sur le développement de joueurs. Voilà. Yann Couto débarque à Braga. Il fait une saison en prêt. Maintenant, il est courtisé par Porto et par Marseille. Ils savent développer les talents. Ils savent prendre un joueur et en tirer le maximum pour pouvoir le revendre très cher par la suite. Il y a sur l'idée du club satellite, là on parlait du club de Braga, un club qui a fini quatrième la saison dernière, un club plutôt bien structuré avec un petit budget mais qui arrive à sortir quand même pas mal de joueurs. Est-ce que pour toi c'est ça finalement la vraie solution pour pouvoir prêter tes jeunes joueurs en formation qui n'auront pas forcément la place dans l'effectif première? D'abord, qu'est-ce que tu penses du niveau du championnat portugais et est-ce que pour toi Braga c'est le club idéal justement pour faire progresser certains jeunes? Ouais, alors déjà, tu disais tout à l'heure, c'est une équipe de coupe. Bon, déjà, pour gagner le championnat portugais, en dehors des trois, je rappelle quand même que, à part Belenenses, je crois, personne n'a gagné le C'est championnat ça. portugais. Donc, comme ça va être réglé. Boavista. Au Boavista, voilà. Donc, ça veut dire déjà, quand t'es pas dans les trois, déjà, c'est compliqué. Moi, je pense que ce que dit Alex, c'est intéressant parce que, effectivement, c'est un club qui est installé, qui joue régulièrement la Coupe d'Europe, etc. Ça peut paraître à première vue bizarre. Attends, juste, je te coupe. T'as raison hein, quand tu dis Belenenses et Boavista. Voilà, les deux. Ouais. C'est les deux. Voilà. T'avais juste. Hein. Je te Et corrigeais donc, pas. tu te dis, ça peut paraître bizarre parce que l'idée du club satellite que tu te fais, c'est plus le club qui va finir entre 12 et 14, tu vois, où tu peux installer tes trucs. Maintenant, il y a plusieurs choses. La première, déjà, je rappelle, Braga, c'est un peu au nord de Porto. C'est un club qui travaille très bien chez les jeunes, qui met des choses en place et vraiment qui travaille très bien sur le jeu, le développement des joueurs, etc., qui est bien structuré. Donc déjà, ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que Braga, c'est quand même une équipe qui a une culture du jeu aussi. Dans le championnat portugais, on parle du championnat portugais, tu as des équipes qui sont aussi capables d'envoyer, de mettre des coups, voilà, qui sont pas toutes joueuses. Braga, c'est un club qui a une culture du jeu. Et moi, j'avais toujours dit que si le PSG voulait développer cette idée de club satellite, il fallait prendre un club qui a une idée de jeu, ou alors, évidemment, si tu prends un plus petit club que Braga, toi-même, amener tes hommes et installer une culture du jeu. Parce que tes joueurs, en fait, qu'est-ce que tu vas leur demander quand c'est comme ça? C'est d'avoir du temps de jeu, donc euh, d'avoir des principes de jeu qui se rapprochent quand même de ce que tu... Alors, pas le PSG, mais qui se rapprochent. C'est-à-dire que si tu as une équipe qui fait que défendre,
L'année d'après, le gamin, s'il revient au PSG et qu'il faut avoir le ballon, ça va être compliqué. Et puis une équipe qui est pas obligée d'aller chercher le titre parce qu'il y a cette pression, etc. À qui tu peux laisser les jeunes s'installer parce que tu n'es pas dans l'obligation absolue de résultat. Voilà, c'est un bon compromis. Moi, et Braga, pour moi, dans l'idée que j'avais, ça faisait partie des clubs que j'imaginais. Tu vois, par exemple, s'il y avait 2 championnats, c'est les Pays-Bas, pour être dans le club satellite idéal, entre guillemets, c'est les Pays-Bas et le Portugal. Aux Pays-Bas, j'aurais tapé sur un club comme l'AZ Alkmaar. Voilà, pareil, culture du jeu, etc. Et Braga, parce qu'il y a cette culture. Et tu vois, par exemple, Belenenses, c'est pareil, c'est-à-dire que tu as une culture, tu es à Lisbonne, c'est un club qui est toujours en Liga, enfin Liga portugaise, voilà, c'est des clubs vraiment. Moi, je connais 2-3 joueurs qui ont joué à Belenenses, donc je suis allé voir des matchs. Tu vois, c'est le club sans pression. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les seuls moments où il y a du monde, c'est quand ils jouent, parce que je rappelle que c'est à Lisbonne. C'est un quartier de Lisbonne, donc c'est quand ils jouent Sporting, voilà, et Benfica. Il y a du monde au stade. Sinon, en général, tu fais 1000 spectateurs, c'est tranquille, il n'y a pas de pression, ça joue au foot. D'ailleurs, eux aussi, c'est un peu, tu sais, les jeunes entraîneurs, ils passent souvent par ce type de club. C'est le même cursus, quoi. Ils prennent ces clubs-là parce qu'il n'y a pas de pression de résultat. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent, Braga, Ruben Amorim est passé par là. Voilà, c'est typiquement. D'ailleurs, ils l'ont très bien revendu après, lui aussi. Mais on peut faire la liste. Hein. Ouais. Leonardo Jardim brille avec Braga avant d'aller à Monaco. Il passe par le Sporting juste avant. Leonardo Jardim. Tu as eu, comment il s'appelle, Paulo Fonseca également, qui maintenant est très, très bien réputé pour sa qualité de jeu. Tu as eu Abel Ferreira qui a gagné 2 Copa Libertadores là avec Palmeiras et qui est ultra reconnu maintenant au Brésil. Enfin, vraiment, il y a une école des coachs et du beau jeu à Braga assez incroyable. Mais en plus de ça, il y a aussi des résultats qui vont avec, et notamment les victoires en coupe que tu citais tout à l'heure à juste titre. Voilà, donc c'est en fait le compromis idéal. Si le deal il se fait, honnêtement, c'est vraiment gagnant-gagnant parce qu'effectivement, Braga, ça va leur permettre de développer peut-être des structures, d'avoir plus de moyens aussi. Mais le PSG, ils vont mettre leurs jeunes dans un club structuré, dans un club qui a une culture du jeu, dans un club où les joueurs vont pouvoir se développer, dans un championnat qui est compétitif, parce que moi, je rappelle encore une fois que c'est facile de dire les 5 grands championnats, mais le championnat portugais, il y a des vraies bonnes équipes, il y a de tout en plus, c'est-à-dire que c'est vraiment pas l'idée, il y a que des joueurs de foot, c'est le football, voilà. Non, il y a des équipes qui savent aussi envoyer, donc tu vas progresser dans tous les domaines. Voilà, c'est pour moi le vrai bon compromis aujourd'hui, ce club, si ça se fait. Tu parlais du championnat portugais. On voit que Pablo Sarabia s'est éclaté la saison dernière au Sporting. Et d'ailleurs, nous, on avait sorti l'info, et elle est vraie, sur l'intérêt de l'Atlético Madrid. Et il y a récemment, alors je ne sais pas où j'ai vu passer ça, mais il semblerait que Campos ne voudrait pas le vendre. Il voudrait plutôt le garder cette saison au vu de la saison qu'il a fait au Sporting. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Pablo Sarabia s'il a pu se relancer et s'y remettre. Alors je ne sais pas où il jouera sur le terrain, parce qu'encore une fois, il y a du monde. Si en plus tu prends, parce qu'il y a aussi, oui, on en a pas parlé, il y a aussi la piste Lewandowski. Vu que Barcelone a du mal à mettre les sous et que lui il va absolument se barrer. Pini Zahavi l'avait déjà proposé au Paris Saint-Germain, hein, depuis qu'il s'occupe de Robert Lewandowski. Donc voilà, il y a quand même pas mal de. Puis tu as aussi, comment il s'appelle, le Kalimundo qui est toujours là, mais bon. Ça va être vendu entre 20 et 25 millions d'euros. Je n'en fais pas, mais voilà, apparemment, Sarabia serait devenu invendable, enfin intransférable. On va voir la suite parce que. De toute façon, c'est toujours mieux de dire ça si tu veux récupérer un peu d'oseille. C'est vrai aussi, parce que l'Atlético Madrid, dans leur esprit, c'était de toute façon, ils partaient sur un prêt. Voilà. Ils n'ont pas les moyens de mettre 20-25 millions. Évidemment que c'est possible pour mettre un peu la. Je crois que. Est-ce que tu voulais ajouter un mot sur Braga? Vous voulez ajouter encore un mot avant qu'on termine ou tout a été dit pour vous? Pour moi, c'est bon. C'est bon. C'est globalement, je retiens que c'est globalement une très très bonne idée pour le PSG et c'est surtout, comme l'a dit Alex, une très très bonne affaire pour Paris. Si l'opération se fait, voilà, ça va être un club satellite très très intéressant de par la qualité de
effectif. L'entraîneur, c'est aujourd'hui de Braga, c'est qui parce que j'ai vu Arthur Georges. Ouais, mais c'est pas. C'est Ouais. pas Arthur Georges, on l'a pas vu, quand même. C'est un ancien de la maison, rien à voir avec le célèbre moustachu. Quand j'ai vu son âge, j'ai dit attends, on a que 3 ans de différence, c'est pas possible. Et pour ceux qui Ah. connaissent, il y Ah, a aussi une belle qualité de vie au Portugal. Donc, c'est toujours mieux quand même que tu vois, te retrouver au fin fond d'un club anglais ou même aux Pays-Bas où c'est plutôt ça. Il y a des villes sympas, mais il y a aussi des villes où. D'ailleurs, c'est pour ça que tu t'envoles demain pour Lisbonne. Hein À moi, tu sais, Portugal. Alex te filera 2-3 bonnes adresses. Il a l'air très très bien renseigné déjà sur le Portugal. Je crois qu'il n'a pas besoin de mon aide, c'est bon. C'est un globe-trotter, Yass, il connaît tout. Ah, j'ai fait les deux, j'ai fait Porto Lisbonne et d'ailleurs je le conseille à ceux qui aiment bien voyager. Voilà, c'est pas le même délire, mais les deux sont super sympas. Ah, mais moi, j'ai toujours entendu que du bien sur le Portugal comme destination. J'ai toujours entendu que du bien et pas que pour le côté sud, l'Algarve, etc. Non. Pour la capitale, il y a plein de choses à visiter. Moi, j'ai mon frère qui a été il n'y a pas longtemps. J'ai vu les photos, c'était magnifique. Donc, et en plus, Et les gens, qualité prix, honnêtement, je crois qu'il n'y a pas mieux. et les gens sont vraiment gentils, mais vraiment. Exactement, contrairement en Algérie. Alors, Oh, le C'est pas la balle perdue pour les Algériens. Écoute, moi, je réponds pas. Je vais laisser les commentaires sur YouTube, ce sera très bien. je rigole, Yacine. Je sais. Je rigole parce que comme il y a beaucoup de polémiques entre Marocains et Algériens sur Twitter, complètement débiles d'ailleurs. C'est ouf. Voilà, c'était juste pour ironiser là-dessus. Merci en tout cas, monsieur. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été avec nous ce matin. On t'a pris un peu de temps. C'est toujours intéressant de t'avoir et merci pour tes interventions. Yacine, on se retrouvera la semaine prochaine, peut-être le week-end prochain. Il y a un match amical qui arrive vendredi prochain, il me semble, contre Copenhague. C'est le premier match. Je ne sais pas si on pourra en tirer beaucoup d'enseignements, mais on va voir déjà au niveau de la défense si là, il a commencé à travailler là-dessus. Et puis on verra ce que ça donne. Alors, je crois que c'est diffusé uniquement sur le Twitch du PSG ou la chaîne YouTube du PSG, Yacine, c'est ça? Ouais. Comme l'année dernière, le premier match au Camp des Loges avec 2 caméras et. Donc, si tu n'es pas abonné, tu ne peux pas voir le match. Non. Eh ben, ça va être galère alors. Bon, après, il y a toujours un ou deux escrocs sur YouTube qui arrivent. On va trouver un lien, c'est rien ça. Eh ben, merci en tout cas, merci encore à Alex. Je rappelle qu'Alex de Castro a sa chaîne YouTube, tout simplement, Alex de Castro. Allez vous abonner, il y a plein de vidéos, il y a plein de contenus sympas. N'hésitez pas. Et puis suivez aussi pareil sur les réseaux. S'il a une chaîne Twitch, allez vous abonner. Il a son compte Twitter. Là, je peux pas faire. Je suis partout. Merci pour la promo. Je t'en prie, merci à toi d'avoir été là. Bonnes vacances, Yacine, du côté de Lisbonne. Et puis on se retrouve le week-end prochain. Et à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao. Ciao.